Bonjour et merci de participer à ce webinaire qui est organisé par les clubs QSE RSE du réseau professionnel de Romécovis. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre intervenante Laure Génin, qui est consultante chez COP de France. Alors avant de lui laisser la parole, vous avez la possibilité de lui poser des questions pendant la conférence. Moi, je compilerai en fait toutes vos questions et je lui les poserai à la fin de sa présentation. Donc Laure, je te laisse la parole maintenant. Merci Émilie. Eh bien, bonjour à tous pour ce webinaire sur la révision de l'ISO 22000. En quelques mots, d'abord, je vais me présenter. Laure Genin de COP de France Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis consultante dans les entreprises agroalimentaires et coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour cela, je travaille donc en coopération avec Isara Conseil dans le cadre du pôle qualité et sécurité des denrées alimentaires. Et donc, à ce titre, nous sommes actuellement trois consultantes, Alexia Lafarge, Valentine Ben et moi-même. Alors, concernant le programme de ce webinaire, je vais d'abord rapidement vous parler du calendrier et des échéances à venir. Puis nous allons rentrer sur les nouveaux concepts qui ont été intégrés donc, dans cette nouvelle version d'ISO 22000. On fera un zoom sur les nouveautés et en particulier le renforcement de l'approche risque et opportunité et puis l'approche processus qui, il est vrai, a été peu présente sur l'ancienne version de l'ISO 22000. Je vous parlerai des autres changements de clés et puis après, on rentrera plus dans le détail sur les nouvelles terminologies et définitions et puis bien comprendre ce que demande l'ISO 22000 sur ces nouveaux concepts et comment relier ces nouveaux concepts que sont les enjeux, puisqu'on verra que l'ISO 22000 demande d'identifier les enjeux, d'identifier les parties intéressées et leurs attentes, et puis comment relier tout ça à la notion de risque et opportunité. Donc pour ça, j'essaierai de vous montrer un petit schéma qui résume tout ça. Pour terminer, assez brièvement, puisqu'on n'a que 3/4 d'heure, dans les grandes lignes, je vous citerai les exigences qui ont été renforcées, vous expliquer comment a été réorganisé un certain nombre de chapitres, en particulier sur le cœur du réacteur, qui est toute la partie HACCP, et puis je vous ferai part des précisions ou clarifications qui ont été introduites dans cette nouvelle version de l'ISO 22000. Alors, commençons par le calendrier. Donc, cette norme a été éditée en juin 2018 et donc à aujourd'hui, les entreprises ISO 22000 ont 3 ans à partir de juin 2018 pour se mettre en conformité, c'est-à-dire que la deadline est au 18 juin 2021. Alors, à quel moment pour les entreprises certifiées 22000 elles peuvent passer cette nouvelle version lors des audits de certification? Alors, il y a trois options possibles. Soit vous passez la nouvelle version lors de l'audit de suivi, soit à l'occasion d'un audit de renouvellement, ou éventuellement, pour une raison X ou Y, vous êtes en droit, en tant qu'entreprise certifiée, de demander un audit spécifique uniquement pour passer de l'ancienne version à la nouvelle version. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'en juin 2021, si vous avez un audit de renouvellement d'ici là, vous pouvez continuer à faire cet audit de renouvellement selon la version 2005, c'est-à-dire l'ancienne version. Mais à savoir que ce certificat version 2005 restera valable que jusqu'au 18 juin 2021, d'accord? Les organismes certificateurs insistent pour que vous anticipiez un petit peu cette deadline et vous demandent de prévoir un audit de transition vers version 2018, on va dire au plus tard en février 2021 pour être d'aplomb au 18 juin 2021. Voilà. Alors, si vous souhaitez passer votre audit de transition version 2018 lors d'un suivi annuel, alors attention, donc je vous l'ai dit, c'est possible. Par contre, votre organisme certificateur rajoutera sans doute une durée supplémentaire dans la durée par rapport à un audit de suivi classique. Si l'audit de renouvellement se fait selon la version 2018, pour autant, il ne sera
il ne sera pas décalé, c'est-à-dire que vous aurez le livre de renouvellement toujours selon les 3 ans. Voilà. Alors, ça, c'était sur la partie planning et calendrier. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, on va dire, 2 ans et demi pour vous mettre à niveau. Alors, sur le contenu de cette révision, donc, en fait, le gros changement de cette norme va porter surtout sur l'introduction de nouveaux concepts et sur son architecture. Il est vrai que je dirais le cœur du réacteur de cette norme ISO 22000, qui est tout le chapitre sur l'analyse HACCP, et a été peu impacté. Sur cette partie-là, il y a surtout eu des efforts de clarification qui ont été faits. Donc, à aujourd'hui, la nouvelle version a évolué dans sa structuration, et à aujourd'hui, on parle d'une structure HLS, c'est-à-dire que l'ISO 22000, donc à aujourd'hui, est structurée sur la version 2018 conformément aux autres normes du type ISO 14001 ou ISO 9001 qui ont appréhendé cette structure HLS lors de leur dernière révision, c'est-à-dire en 2015 pour, par exemple, la 9001. Alors, cette nouvelle version s'appuie sur un certain nombre de nouveaux concepts. Déjà, l'ISO 22000, en introduction, il est important aussi de lire l'introduction au niveau de la nouvelle version de la nouvelle version de la 22000. Elle rappelle un certain nombre de principes fondamentaux et elle explique bien qu'elle s'appuie sur les principes fondamentaux de management de la qualité. Et dans ces principes de management de la qualité, qui étaient au nombre de 8, il y a un des principes qui est l'approche processus. Alors, en fait, sur les principes de management de la qualité, à aujourd'hui, on n'en a plus que 7. Alors, non pas que un des principes a été supprimé, mais il y a 2 principes de management qui ont été fusionnés. Donc, en fait, l'ISO 22000 réaffirme l'importance des principes de management de la qualité, dont l'approche processus, dont l'approche PDCA, qui transpire dans cette nouvelle version. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, les exigences de cette norme sont maintenant réparties selon donc la nouvelle structure HLS, donc High Level Structure, donc qui est une structure universelle de tout système de management. On va voir aussi dans cette nouvelle révision l'intégration de l'approche processus, parce qu'effectivement, contrairement à la 9001 où l'approche processus depuis les années 2000 est introduite, étonnamment dans l'ISO 22000, l'approche processus jusqu'à aujourd'hui n'était pas présente. Voilà. Un autre élément important, ça va être l'approche risque qui va être élargie. Effectivement, sur la version précédente, il y avait une approche risque qui était mise en avant sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui concernait la partie HACCP. Donc, dans cette nouvelle version, on a toujours cette approche risque, mais elle est élargie au risque plus organisationnel, c'est-à-dire plus au niveau du système de management. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Alors, pardon, sur les principes de management, je vais passer très vite. C'est juste à titre d'information, je vous ai mis la liste des principes de management qui sont cités dans la nouvelle version. Donc avant, on en avait 8, maintenant on n'en a plus que 7. Donc c'est le processus approche système qui a été inclus dans l'approche processus. Donc on va retrouver l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus bien sûr, l'amélioration continue avec l'approche PDCA. Tout ce qui est prise de décision fondée sur des preuves, donc c'est tout ce qui est indicateur, reporting. Et puis, pardon, dernier point, dernier principe de management, c'est le management des relations avec les parties intéressées. Avant, on parlait de relations fournisseurs mutuellement bénéfiques. Donc, on voit aussi à ce niveau-là l'introduction d'une nouvelle notion qui est la notion de parties intéressées, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, sur cette structure HLS, comment elle est organisée? Donc là, je vous ai mis un schéma qui reprend l'organisation de cette structure HLS, donc qui est basée sur l'approche PDCA. Donc, on retrouve dans le schéma l'approche PDCA. Donc, dans la planification, on va trouver tout ce qui est chapitres, les chapitres liés au contexte de l'organisme. On y reviendra sur cette partie-là. Tout ce qui est leadership, planification et tout ce qui est processus support. Dans la partie réalisation, c'est là que l'on va trouver tout le chapitre sur la partie HACCP, donc qui s'appelle maintenant réalisation des activités opérationnelles.
Sur la partie check, contrôle, évaluation, donc on va trouver tout le chapitre évaluation des performances. Et pour terminer, sur la partie acte, c'est là où on va retrouver tout le chapitre amélioration. Alors, si on regarde cette structure HLS, mais présentée sous une autre forme, donc je vous ai repris le sommaire de la norme ISO 22000, version 2018. Donc, ce qui est en rouge, c'est la partie pardon, qui est commune à la fois à la 9001 et aussi à la 14001. Voilà. Et ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est spécifique à l'ISO 22000. Et en particulier, si vous regardez, la grosse spécificité de l'ISO 22000 par rapport aux autres normes ISO dans le cadre de la structure HLS, c'est tout le chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles, et c'est dans ce chapitre qu'est reprise toute la méthode HACCP. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on zoome un petit peu sur les deux concepts qui ont été soit renforcés, soit introduits dans cette nouvelle norme, ISO 22000. Donc, je vais vous parler d'approche processus et de l'approche risque-opportunité. Alors, pourquoi cette nouvelle version a introduit l'approche processus et pourquoi elle a renforcé tout ce qui était approche par les risques et on verra tout à l'heure, quand on parle de risque, on associe les risques à des opportunités. Donc, en fait, vous avez la représentation d'un processus pour lequel on a un pilote et donc on va avoir des données d'entrée et données de sortie. D'accord? Donc, l'intérêt d'avoir une approche processus, c'est de pouvoir travailler sur ces processus et d'assurer la maîtrise de chacun des processus et des interactions entre ces processus. Bon, ça c'est le premier intérêt. Mais par ailleurs, quand on a une approche processus, l'idée c'est d'avoir une approche PDCA, amélioration continue. Alors, à la fois, et c'est ce que demande ISO 22000, elle demande d'avoir une approche amélioration à deux niveaux. D'abord, au niveau opérationnel. Donc, quand je parle de processus opérationnel, en fait, je parle du chapitre 8 qui regroupe tout le chapitre sur la HACCP. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais aussi, et ça fait partie des principes de management de la qualité, l'ISO 22000 demande aussi à avoir une approche PDCA, amélioration continue, au niveau du système de management. Et dans tout système de management, il est important d'avoir ces deux niveaux, c'est-à-dire un premier niveau au niveau des processus avec une approche PDCA, mais aussi être en capacité de prendre du recul et de s'assurer que l'ensemble des processus converge bien vers la politique, les objectifs de l'entreprise et qu'au niveau du système, on a bien aussi une approche PDCA. Donc ça, c'était pour l'approche PDCA. Par ailleurs, donc deuxième concept, l'approche par les risques. Donc effectivement, quand on a une approche processus, l'objectif, c'est de mettre en place des dispositions au niveau de mon processus pour maîtriser les risques. Donc, effectivement, dans la 22000, on a cette approche risque au niveau plus opérationnel. Et donc, là, sur cette partie-là, rien de plus à faire que ce qu'on avait à faire déjà avec l'ancienne version, c'est-à-dire que l'approche par les risques au niveau opérationnel, ça consiste, ça correspond en fait à l'ensemble du chapitre 8, donc ce que j'ai identifié comme risque organisationnel, donc c'est toute l'étude HACCP au niveau opérationnel. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais ce qui est nouveau dans cette norme ISO 22000 sur l'approche risque, c'est que non seulement, donc bien sûr, comme dans l'ancienne version, il faut continuer à avoir cette approche risque au niveau production opérationnelle dans le cadre de l'étude HACCP, mais elle demande aussi de prendre de la hauteur et d'identifier aussi les risques au niveau organisationnel, c'est-à-dire au niveau du système de management. D'accord? C'est-à-dire au niveau de mon organisation, au niveau de mon système de management, elle demande d'identifier les risques potentiels et puis après on verra de mettre en œuvre des dispositions pour diminuer ces risques. Voilà. Donc, on a, pour résumer, une approche processus, une approche PDCA, une approche processus et aussi donc une approche PDCA à deux niveaux, au niveau opérationnel, au niveau organisationnel. Et de la même façon, sur le deuxième concept, sur l'approche risque, on a une approche à deux niveaux, un premier niveau opérationnel qui se situe au niveau de l'étude HACCP, mais aussi un deuxième niveau, c'est-à-dire une approche risque au niveau de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle l'approche risque au niveau organisationnel.
Alors, pour vous représenter cela en lien avec les exigences de la norme ISO 22000, donc j'ai repris le schéma qui est en introduction de la nouvelle version de l'ISO 22000. Et là, on retrouve bien les deux niveaux du PDCA. Donc, on va retrouver toute la partie études HACCP, donc chapitre 8, où là, on va retrouver la notion de risque opérationnel, donc qui est ce que je disais tout à l'heure, implicite dans le cadre de l'HACCP, donc traité dans le cadre de l'HACCP. Et puis, à un niveau supérieur, on va retrouver une approche PDCA et une approche risque. Et là, on est sur les risques organisationnels, donc on est plus au niveau du management du système, au niveau de l'entreprise. Voilà ces deux niveaux représentés d'une façon différente. Alors, pour continuer ma présentation, je vais vous donner en quelques mots les autres changements clés de cette nouvelle version de l'ISO 22000. Alors, d'abord, on verra tout à l'heure, puisque j'y reviendrai, l'ISO 22000 donc demande que l'entreprise analyse son contexte, le contexte dans lequel elle évolue et qu'elle identifie à l'avance les enjeux qu'elle va devoir relever. Donc il y a un premier point important qui est d'identifier le contexte de l'entreprise. Deuxième point, au travers de cette nouvelle version, on voit un renforcement de l'engagement de la direction et en particulier, la norme demande à ce que la direction soit là pour soutenir ses managers et donc pour soutenir ces pilotes de processus, aider ces pilotes de processus à piloter leur processus au niveau opérationnel. Donc là, en renforcement de l'engagement de la direction. Troisième point important, l'ISO 22000, comme en 9001 et en 14001 par rapport à l'approche HLS, l'ISO 22000 demande d'améliorer, demande un renforcement de la planification et de la gestion des modifications. Comment j'anticipe, j'organise mes modifications, les modifications à venir. Quatrième point, c'est l'ISO 22000 qui demande à l'entreprise de mieux maîtriser ses processus externalisés parce qu'effectivement, quand on audite des systèmes de management, on s'aperçoit qu'il y a certains processus qui sont externalisés et qui sont un petit peu oubliés et qui ne sont pas suffisamment maîtrisés. Et donc, l'ISO 22000 renforce cette partie-là. Et puis, elle insiste beaucoup sur l'obligation, la notion de résultat, d'efficacité et d'amélioration, ce qui est relativement logique dans un système de management. Alors, on va voir aussi que dans cette nouvelle version, il y a un certain nombre de terminologies et de définitions qui ont été un petit peu revisitées. Alors, très rapidement, la norme, effectivement, sur la version 2005, parlait de processus externalisés. Bon, maintenant, elle parle de processus, produits et services fournis par des prestataires externes. Deuxième changement en termes de vocabulaire, alors c'est pas qu'une question de vocabulaire, mais qui est importante, c'est-à-dire qu'avant on parlait de documents et d'enregistrement, maintenant la norme parle d'information documentée. Cette information peut être sous tout support, support papier, support informatique, peu importe. Alors, concernant l'HACCP, donc dans l'ancienne version, on parlait de plan HACCP, d'accord, qui couvrait à la fois tout ce qui était CCP et PRPO. Donc là, elle a changé la terminologie et elle parle de plan de maîtrise des dangers. Et puis un point intéressant, donc concernant les PRPO et la maîtrise des PRPO, donc dans l'ancienne version, on parlait de critères qui démontrent que le PRPO n'est pas maîtrisé. Et donc là, la norme utilise le terme critères d'action pour les PRPO. Voilà. Voilà rapidement les grosses modifications en termes de vocabulaire. Bon, ça, je viens de vous en parler sur les informations documentées, donc je passe. Alors après, donc pour terminer, trois définitions sur lesquelles je voudrais revenir. Alors d'abord, une définition nouvelle puisque c'est une nouvelle notion qui est introduite, c'est la notion de partie intéressée, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc là, la norme définit ce qu'est une partie intéressée, donc c'est personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité. Alors, en fait, sur la version 2005, on réfléchissait surtout sur
l'une des parties intéressées les plus importantes qui était le client. Et là, en fait, l'idée, c'est de dire attention, dans les parties intéressées en lien avec la sécurité des denrées alimentaires, certes, il y a le client, mais il y a sans doute d'autres parties intéressées qu'il faut écouter, qu'il faut identifier et pour lesquelles il faut identifier les attentes. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Après, deuxième point de clarification sur la notion d'externalisation. Donc en fait, dans la définition, il y a une petite note qui dit en fait, lorsqu'il y a un processus qui était externalisé, l'organisme externe qui assure ce processus externalisé, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas inclue dans le domaine d'application, d'accord? Contrairement au processus en lui-même, c'est-à-dire le processus externalisé fait partie intégrante du domaine d'application, mais pas l'organisme qui gère ce processus. Hein. Donc là, il faudra faire attention. Donc quand on parle de processus, d'efficacité des processus, ça inclut aussi les processus externalisés et il ne faut pas les oublier. Derniers éléments concernant les définitions, vous regarderez bien les nouvelles définitions qui ont été données au CCP et au PRPO. Et effectivement, elles ont été revues, voire complétées. Et les nouvelles définitions permettent de bien clarifier les choses. Parce que c'est vrai que sur la version 2005, quand on lisait la définition d'un CCP ou d'un PRPO, on avait du mal à comprendre la différence. Donc là, effectivement, il y a eu un effort de clarification. Alors, maintenant, je vous propose de zoomer sur la modification la plus importante qui introduit de nouveaux concepts et qui est sans doute le point qui va poser un peu plus de difficultés aux entreprises pour se mettre à niveau sur la nouvelle version. Je vais vous expliquer ce que demande la norme sur la notion d'enjeu, de parties intéressées, de risques et d'opportunités, et de vous expliquer comment relier tout ça et que demande la norme par rapport à ces différents concepts. Alors, voilà un schéma global qui explique comment mener les choses. Puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on zoomera étape par étape. Donc, en fait, si on regarde les différents chapitres, donc on est sur le chapitre 4, où la norme dit, d'un côté, il va falloir comprendre, travailler sur le contexte de l'organisme, ça c'est un premier travail. En parallèle, il va falloir travailler sur les parties intéressées et identifier leurs besoins et les attentes. Et tout ça va vous permettre d'identifier d'abord votre domaine d'application de votre système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, tout ça va servir de donnée d'entrée pour, au niveau du système de management, identifier les risques et les opportunités. Et puis, dernière étape, comment mettre en œuvre un plan d'action au niveau opérationnel en lien avec ces risques et opportunités. Donc, je vous propose de rezoomer sur ces différentes étapes. Alors d'abord, l'identification du contexte. Que nous dit la norme? En fait, la norme nous dit il faut que, effectivement, aujourd'hui, toutes les entreprises sont dans un contexte qui évolue très très rapidement. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. Et donc, elle nous dit attention, vous devez travailler sur votre contexte et vous devez identifier vos enjeux externes et vos enjeux internes par rapport à l'activité de vos entreprises. Alors, ça correspond au chapitre 4.1, compréhension de l'organisme et de son contexte. Alors, je reviendrai après sur cette diapo. Alors, quels sont ces enjeux internes et externes? Alors, en fait, la norme précise la nature des enjeux qu'il faut prendre en compte. Et donc, si vous regardez ce que j'ai marqué, donc ça doit inclure tous les enjeux liés aux aspects juridiques, technologique, concurrentiel, commercial, culturel, social et économique. Et ce qui est intéressant, elle dit attention, il faut prendre en compte le contexte lié à la cybersécurité, à la fraude alimentaire, à la protection des denrées, à la contamination intentionnelle au niveau international, national, régional ou local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans la version 2018 de l'ISO 22000, dans la liste des BPH à prendre en compte, la food fraud, la food defense et la cybersécurité n'apparaît pas comme une exigence sur laquelle il faut mettre en place des bonnes pratiques hygiéniques. Par contre, si lors de votre analyse du contexte, vous identifiez dans votre filière un risque important en termes de fraude alimentaire, de food defense ou de cybersécurité, vous devez de l'intégrer dans votre système de management. Voire derrière mettre en place un plan d'action associé. Donc, voilà, attention,
on voit dans cette nouvelle norme, on commence à avoir la notion de cybersécurité, food fraud ou food defense qui commence à poindre dans cette nouvelle version. L'idée, c'est de dire, ben voilà, par l'analyse de ce contexte, vous allez avoir un système de management agile, proactif, et vous allez pouvoir anticiper sur les évolutions de votre environnement. Alors, je reviens sur le slide précédent. Par contre, la question, c'est jusqu'où il faut aller en termes de formalisation. La norme ne vous demande pas de formaliser cette partie-là, sauf qu'elle vous demande de surveiller régulièrement ces enjeux et de les revoir. Donc, ça veut dire qu'implicitement, à un moment donné, il faut les avoir posés sur le papier. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. La deuxième étape, je vais travailler, la norme vous demande de travailler sur les parties intéressées et sur leurs besoins et attentes. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un premier travail pour identifier vos parties intéressées. Alors, pas l'ensemble des parties intéressées, mais celles qui sont en interaction avec votre système de management des denrées alimentaires. Une fois que vous avez identifié vos parties intéressées, on va vous demander d'identifier leurs besoins et attentes. D'accord ? C'est effectivement important parce que ce sont des acteurs de la chaîne alimentaire au sens de l'ISO 22000. Et la même chose, il va falloir surveiller, on ne vous demande pas de formaliser tout cela, mais néanmoins, elle vous demande de surveiller ces parties intéressées, surveiller leurs besoins et attentes, et de les revoir régulièrement pour réajuster éventuellement votre plan d'action derrière. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une obligation de poser sur le papier un minimum toute cette analyse. D'accord ? Mais au sens strict, il n'y a pas d'obligation de méthode ni de formalisation. Une fois qu'on a fait ce travail, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va définir le périmètre d'application. Effectivement, la norme nous dit on doit définir le périmètre d'application de votre système de management en fonction des enjeux et des attentes des parties intéressées. Alors, pourquoi cette norme nous demande cela? Alors, effectivement, on avait des fois des systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires qui étaient déployés que sur une partie de l'activité d'un site. Alors, et donc, si vous expliquez à votre auditeur, enfin, ou la direction explique clairement que tel processus est extrêmement important pour la satisfaction du client, ou il est important en lien avec les besoins et attentes des parties intéressées, mais que si derrière on ne le retrouve pas dans le périmètre de la certification, on voit là qu'il y a une petite incohérence. Et donc là, c'est pour s'assurer de la cohérence entre le périmètre couvert par le système de management et les besoins et attentes des parties intéressées et la compréhension du contexte. Voilà. Alors par contre, là, on demande une information documentée, c'est-à-dire qu'il faut formaliser noir sur blanc le périmètre d'application de votre système de management. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur les risques et opportunités. Alors là, il faut bien comprendre qu'on est au niveau du système de management, hein, on est au premier niveau. Donc, la norme nous dit, en fonction des enjeux que vous avez identifiés, en fonction des attentes des parties intéressées, il va falloir identifier les risques et les opportunités associées. Et une fois que vous avez identifié les risques et les opportunités associées, il va falloir définir un plan d'action qui va permettre de limiter les risques, d'une part, voire exploiter les opportunités qui peuvent se présenter. Et donc, c'est ce plan d'action qui, lui, doit être décliné au niveau des processus que vous avez préalablement identifiés. Et puis, dans un deuxième temps, comme toute approche PDCA, il va falloir suivre la mise en œuvre des actions et évaluer l'efficacité de ces actions. Alors, un dernier schéma pour vous résumer tout ça. J'ai donc la finalité de mon entreprise qui va me permettre, en analysant le contexte, d'identifier les enjeux internes et externes. Voilà. D'un autre côté, j'ai mes parties intéressées avec leurs exigences. Et tout ça va me permettre d'identifier les risques et opportunités au niveau organisationnel. J'entends bien, là, on n'est pas au niveau du processus. Une fois que j'ai identifié mes risques et opportunités au niveau de mon système de management, je vais décliner ça en plan d'action. D'accord? Et après, ce que demande la norme, c'est de décliner ce plan d'action au niveau des processus. D'accord? Comment j'intègre ce plan d'action au niveau des différents processus?
D'accord? Et puis, après, on va retrouver le suivi de ce plan d'action et l'efficacité. D'accord? Donc, ça veut dire que vos pilotes de processus, ils vont devoir réaliser, mettre en œuvre le plan d'action, les actions qui les concernent en lien avec les risques et opportunités identifiés au niveau du processus, et ils vont être en charge de faire le suivi de ces actions au niveau de leur processus et d'évaluer l'efficacité de ce plan d'action. Et donc toute la partie à droite, au niveau la partie droite du schéma en bas à droite qui représente les différents processus, c'est ici qu'on va retrouver tout le chapitre 8 concernant les processus opérationnels et donc toute la partie HACCP. Alors, voilà, donc je voulais zoomer sur cette partie-là qui est vraiment, vraiment la nouveauté. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans l'organisation des chapitres, il y a eu des petites modifications qui permettent de rendre les choses beaucoup plus logiques et fluides. Et donc, je vais vous parler des quelques réorganisations qui ont été faites. Bon, j'ai surtout zoomé sur la partie chapitre 8, la maîtrise opérationnelle, donc la partie HACCP. Donc, et puis la partie évaluation de la performance et amélioration. Alors, en fait, sur la version 2005, on avait le chapitre de validation des combinaisons de mesures de maîtrise qui se trouvait sur la partie évaluation, c'est-à-dire a posteriori. Or, la validation des combinaisons de mesures de maîtrise, c'est quelque chose qui doit se faire avant la mise en œuvre du plan de maîtrise des dangers de l'étude HACCP. Et donc là, très logiquement, ils ont remis la validation des combinaisons de mesures de maîtrise juste après l'analyse des dangers et ils l'ont enlevé du chapitre évaluation de la performance parce que ça n'était pas très cohérent. Après, deuxième modif intéressante, on avait le chapitre évaluation des résultats individuels de la vérification. Donc, en fait, ils ont remonté ce chapitre, toujours dans le chapitre 8 sur la partie opérationnelle, parce qu'effectivement, l'évaluation des résultats individuels de la vérification, alors je vais vous donner un exemple, on pourrait prendre comme exemple les inspections hygiène, hein, rentre dans ce chapitre-là, et là, on est encore le nez dans le guidon. C'est-à-dire que c'est une étape où on est encore dans l'opérationnel. Donc, c'est pour ça qu'ils ont remonté cette exigence dans le chapitre 8 sur la maîtrise opérationnelle. Autre point intéressant, la revue de direction. La revue de direction, avant, elle était en début de chapitre sur la responsabilité de la direction. Or, effectivement, la revue de direction, on est dans la partie rebouclage, et donc ils ont modifié donc ce chapitre-là et ils l'ont mis dans le chapitre évaluation de la performance, ce qui rend les choses un peu plus logiques. Voilà. Pour terminer, j'ai mis non-conformité action corrective, je l'ai mis en nouveau. En fait, c'est pas tout à fait nouveau, c'est-à-dire que ils ont scindé les choses en deux. Dans la partie maîtrise opérationnelle, on a tout ce qui est non-conformité, maîtrise des produits potentiellement dangereux. Mais dans cette partie amélioration, c'est tout ce qui est non-conformité action corrective, plus lié au processus et au système, et non pas au produit. Donc bon, c'est pas tout à fait une nouveauté. Donc voilà sur la réorganisation des chapitres qui semble beaucoup plus cohérente avec ces différentes notions. Maintenant, je vais vous parler des quelques exigences qui ont été renforcées. Alors, celles qui concernent la direction et plus généralement le management, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans cette nouvelle version, la responsabilité de la direction. D'ailleurs, on parle de leadership, donc ça veut dire que ça concerne pas uniquement la direction, mais c'est la direction et les managers. Et ce qui est important puisque les managers sont souvent la courroie de transmission entre la direction et les opérateurs. Donc un renforcement du leadership et la norme dit bien que la direction doit soutenir ses managers pour les aider à mettre en œuvre leurs responsabilités en matière de sécurité des denrées alimentaires et la direction aussi doit aider ses managers à piloter leur processus et à les aider sur l'amélioration continue de leurs processus, des processus qu'ils pilotent. Donc voilà sur la partie management. Deuxième élément qui a été renforcé, je vous le disais tout à l'heure, la planification des modifications, c'est-à-dire, alors on avait déjà quelque chose sur la version 2005, mais on était sur quelque chose d'un peu plus light. Donc la norme nous dit
à chaque fois qu'il y a des modifications sur le système de management de la sécurité des denrées alimentaires, dont, à titre d'exemple, elle inclut aussi les changements de personnel. D'accord? Donc, en fait, le scope est assez large. Il va falloir systématiquement identifier les objectifs et les conséquences possibles, évaluer l'impact de ce changement sur l'intégrité du système de management de la sécurité des denrées alimentaires, de vérifier la disponibilité des ressources et de définir les responsabilités et les autorités dans le cadre de la mise en œuvre de cette planification, et puis aussi formaliser cette planification. Et puis bien sûr, à toute planification, il va falloir faire un suivi et une évaluation de cette efficacité. Et dernier point sur cette planification, la norme nous demande aussi en interne de communiquer sur cette planification. Et Dieu sait si c'est important. On sait que des fois, il y a des problèmes de communication. Ce qui est important, c'est que toutes les personnes qui vont être impactées par cette communication aient connaissance de ces modifications et que chacun puisse piloter correctement la mise en œuvre de ces modifications. Donc là, vraiment, un point qui a été renforcé. Alors, deux autres chapitres renforcés, tout ce qui concerne la préparation et la réponse aux urgences. Alors, en fait, ils ont renforcé ce chapitre-là et ils demandent que l'entreprise soit organisée concernant sa communication en externe, donc tout ce qui est communication avec les médias, les réseaux sociaux ou vos parties prenantes, d'accord? Si c'est possible, faire des tests et simuler des tests. Et puis, elle explique que il va falloir bien sûr lister les situations d'urgence possibles, d'accord? Et dedans, on va pouvoir y intégrer tout ce qui est bioterrorisme. Donc, vous voyez, on retrouve la partie food defense. Et dans une note, dans ce chapitre-là, la norme parle aussi de traitement des urgences de santé publique, d'interruption des services essentiels de l'entreprise. Donc, on s'aperçoit que ce chapitre-là a été renforcé et qu'on tend de plus en plus vers un plan de continuité d'activité, même si ce terme n'est pas utilisé en tant que tel sur la version 2018. Voilà. Et puis, dernier point sur la revue de direction, attention, puisque la revue de direction, donc sur le fond, n'a pas changé, mais il y a des nouvelles données d'entrée qu'il faut analyser en lien avec l'introduction des nouveaux concepts que sont les enjeux, les parties intéressées, les risques et les opportunités. Donc, tous ces éléments-là doivent être aussi des données d'entrée de la revue de direction. Voilà. Alors, maintenant, juste pour vous souligner que la norme a ajouté 2 chapitres nouveaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la notion de processus externalisé. Donc, elle a rédigé un chapitre spécifique sur tout ce qui est maîtrise des produits et services fournis par les prestataires externes. Alors, il faut dire que sur la version 2005, c'est quand même des choses qui étaient déjà maîtrisées. Donc là, alors c'est pas qu'une question de forme, mais parce que c'est un moyen aussi de bien zoomer sur cette nouveauté. Mais sur le fond, on retrouve des exigences en matière d'achat de prestations. Voilà. Et puis, deuxième chapitre, lui qui est relativement nouveau, qui s'appelle « Éléments du système de management de la sécurité des denrées alimentaires élaborés en externe ». Donc ça, ça concerne surtout les entreprises qui appartiennent à un groupe où le site est certifié et il y a une partie des processus, une partie qui est assurée au niveau des fonctions support, au niveau du siège. Voilà. Donc là, il y a quelques exigences par rapport à ce type d'organisation. Et puis, donc pour terminer, je vous le disais aussi tout à l'heure, la révision de la norme a permis d'apporter quelques précisions, quelques clarifications ou des compléments. Donc, ça n'est pas exhaustif, mais je vous fais quelques zooms et quelques zooms sur des éléments qui me semblent importants. Sur le chapitre PRP, où dans ce chapitre 8.2, la norme liste l'ensemble des thématiques qu'il faut traiter en matière de programmes prérequis et de bonnes pratiques hygiéniques. Elle
elle cite, et ça c'est un élément important, elle dit que dans le cadre de la mise en œuvre des PRP, il faut tenir compte des séries ISO TS 22002-X applicables. Alors, en fait, ces normes ISO TS 22002-X, ce sont les normes ISO qui sont applicables en plus de l'ISO 22000 quand les entreprises sont certifiées FSSC 22000. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'à aujourd'hui, il faut appliquer, quand on est certifié ISO 22000, il faut appliquer les ISO TS, mais elle en fait référence et elle dit qu'il faut en tenir compte. Donc, ça veut dire quelque part que, je dirais, la différence entre une certification ISO 22000 et une certification FSSC 22000, la différence reste de plus en plus tenue. Voilà. Et puis, bien entendu, pour faire le lien avec la partie analyse du contexte, si lors du contexte, l'analyse du contexte et des enjeux, vous avez identifié des enjeux importants en termes de cybersécurité, fraude alimentaire ou contamination intentionnelle, c'est des choses qu'il faudra réintégrer, qu'il faudra définir dans le cadre de vos bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'il faudra définir des bonnes pratiques en matière, enfin sur ces 3 sujets. Voilà. Alors, un petit point sur la traçabilité. La norme demande de l'évaluer et de vérifier la traçabilité. Alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire des tests de traçabilité, mais c'était pas spécifié en tant que tel, avec, si possible, le bilan matière. Alors, elle précise le cas échéant. Voilà. Et puis, une petite précision sur les diagrammes de flux. Donc, la norme, bien sûr, continue à demander que l'équipe HACCP aille sur le terrain vérifier les diagrammes de flux. Par contre, elle dit attention, vous devez tenir compte des variations liées à la saisonnalité de l'activité. Voilà. Donc, ça veut dire sur des activités très saisonnières, mais peut-être à penser à faire 2 vérifications sur le terrain au regard de ces 2 saisons. Pour terminer, c'est ce que je vous expliquais sur la partie HACCP, donc peu de modifications, surtout des clarifications. Vous verrez sur tout ce qui est distinction entre CCP et PRPO dans le chapitre sélection et classement des mesures de maîtrise. Vous verrez que là, les choses sont beaucoup plus claires. Et puis, sur la partie surveillance des PRPO, là, la norme a renforcé un petit peu les choses. C'est beaucoup plus détaillé. Et donc, ce qu'elle demande, ce sont des exigences plus ou moins équivalentes à ce qu'elle demande sur la surveillance des CCP. Mais il faut dire que sur le terrain, les entreprises avaient déjà anticipé sur cette partie-là. Et je dirais que la surveillance des PRPO allait aussi loin en termes de formalisation que la surveillance des CCP. Voilà. Alors, pour terminer, je crois que c'est vrai que cette ISO 22000 version 2018 introduit des notions un peu nouvelles qui peuvent être un petit peu difficiles pour des entreprises qui ne sont pas habituées à l'approche processus, au pilotage par les processus. Mais néanmoins, je pense que cette nouvelle version est peut-être une véritable opportunité, en tout cas pour les services qualité, pour arriver à impliquer plus fortement le leadership, parce qu'effectivement, pour travailler, pour identifier les enjeux internes et externes et le contexte de l'organisme, le service qualité ne pourra pas travailler tout seul et devra obligatoirement travailler avec la direction et les pilotes de processus. Donc, je crois qu'il faut vraiment utiliser cette révision de la norme pour associer les pilotes de processus. Et puis, c'est aussi un moyen, je pense, de donner une nouvelle impulsion à la démarche. Vous allez aussi, avec cet outil approche processus, je pense que vous allez vraiment apporter un plus en termes d'amélioration des activités opérationnelles, mais aussi en termes d'amélioration du système de management. Voilà. Et puis, c'est un très bon outil pour anticiper au niveau de l'entreprise, j'entends bien, les risques à venir et saisir les éventuelles opportunités. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un bon moyen de mener une réflexion avec la direction et les managers et surtout, par contre, ce qui est important, dans le cadre d'une approche stratégique. C'est-à-dire que tout ce travail sur le contexte et les enjeux, ce sont des éléments qui doivent être intégrés à l'analyse stratégique de la direction. Alors, je vais peut-être passer sur ce slide-là. Si vous avez des questions, j'y reviendrai parce que je crois que mon temps est imparti. Je voulais juste vous donner une information concernant notre activité donc du pôle qualité Isara Côte de France.
Si vous souhaitez travailler plus en profondeur sur cette nouvelle norme version 2018, donc sachez que au niveau de COP de France et ISARA Lyon, nous vous proposons donc une formation interentreprise à Lyon, donc qui aura lieu le 5 mars prochain. Et puis nous sommes actuellement en train de monter un projet pour proposer aux entreprises, à un collectif d'entreprises, proposer un accompagnement à la révision de cette nouvelle norme, en particulier travailler sur tout ce qui concerne contexte, enjeux, parties intéressées, risques et opportunités, qui est vraiment la partie nouvelle. Et l'idée, ça va permettre avec ce projet collectif de mutualiser les coûts, d'avoir un certain nombre d'échanges entre responsables qualité. Et donc, on prévoit de démarrer cette action collective en fin d'année. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez vous faire connaître, soit auprès d'Émilie ou auprès de moi-même, si vous le souhaitez. Mais écoutez, je vous remercie et je laisse la main à Émilie pour reprendre l'animation. Ça y est, merci Laure, je te remercie beaucoup pour tes explications. J'ai pas reçu de questions pour l'instant. Ah, bon, d'accord. Tout était très clair. Donc, avant de clôturer le webinaire, je voulais donc préciser aux participants que vous pouvez le retrouver en fait sur notre chaîne YouTube, donc qui est Biz QSE RSE, et que pour les membres du club QSE RSE, vous aurez le support de présentation de Laure sur notre plateforme internet, comme d'habitude. Eh bien, je vous remercie tous et au revoir et bon après-midi. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Par contre, certains, on les informer de temps en temps.